ont été très tendues. Affaire Nengeler, attention, le conflit foncier risque de virer en affrontement entre deux villages. Selon les habitants de Djilakh, les cultivateurs de Nengeler sont dans l'illégalité totale. Ils étaient en conférence de presse. On vous explique tout dans cette édition. Dommage collatéral de la découverte du zircon à Kayar. Les agriculteurs s'inquiètent de la disparition des périmètres maraîchers. Une société privée s'est installée sur un rayon de 10 km pour l'exploration du zircon. Les producteurs dénoncent des velléités d'accaparement du foncier. Plus de détails dans un instant. Et puis baccalauréat 2021, l'anticipé de philosophie et les épreuves générales vont se tenir au même moment cette année. Décision salutaire selon l'association des professeurs de philosophie. Reportage à suivre. Mais d'abord, l'anxiété du monde sportif. Aucun stade au Sénégal n'a été homologué pour une compétition internationale. Les matchs prévus en juin de l'AS Jaraaf et des Lions de la Teranga vont devoir se jouer chez nos voisins. C'est un sanglant revers pour la politique sportive du gouvernement. Le défi des infrastructures sportives est encore un défi. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra. Le stade Lat Dior de Thiès était le dernier espoir, mais le couperet est tombé. Son homologation n'était que provisoire. Paradoxe, depuis 5 ans, le Sénégal est la première nation au classement FIFA en Afrique. Une performance sportive qui cache l'immense défi infrastructurel. Pourtant, le président de la République promettait la fin de cette défaillance lors de l'inauguration de Dakar Arena à Diamniadio en août 2018. J'ai en perspective, outre la rénovation de nos stades régionaux à Diourbel, à Thiès, à Fatick, ce qui vient d'être fait, la rénovation du stade Babacar Seye de Saint-Louis, la rénovation du stade Léopold Sédar Senghor, eh bien, je suis heureux de vous dire que je vous donne rendez-vous en 2020 pour l'inauguration d'un stade olympique de football. Presque 3 ans après, le problème demeure entier. Le stade olympique est toujours en chantier. Les stades Léopold Sédar Senghor et Demba Diop sont en lambeaux. Dans les autres régions, les infrastructures sont de petit standing pour espérer accueillir un match international. En juin, les Lions et l'AS Jaraaf vont devoir recevoir hors du pays. D'ici là, la Fédération sénégalaise de football s'attelle à empêcher cette humiliation. Le stade est d'ailleurs fermé par le ministre à notre demande pour nous permettre de travailler à remettre à niveau le terrain. Pour le moment, les infrastructures sportives de qualité restent un rêve pour les sportifs sénégalais. Oui, cher Sadibou, le défi des infrastructures sportives est encore immense. Beaucoup de sportifs sénégalais se désolent de cette situation. Vous êtes nombreux à pointer la responsabilité de l'État dans le défaut d'infrastructures sportives au Sénégal. Suivant ce micro-trottoir réalisé par Amadouba. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte pour nos autorités. C'est une honte pour le peuple sénégalais. Donc, du fait que le Sénégal, jusqu'à l'heure actuelle, n'a pas d'infrastructure digne de ce nom qui permet au moins à nos jeunes et talentueux footballeurs de pouvoir s'épanouir, de pouvoir aussi recevoir d'autres équipes qui nous viennent de l'extérieur. Au niveau de chaque zone, vous devez au moins faire de sorte que les infrastructures sportives soient bien faites. Donc on ne peut pas concevoir au niveau de nos sites, au niveau de nos localités, il n'y a aucune infrastructure sportive qui permettra au moins à cette jeunesse de pouvoir s'épanouir. On ne récolte que ce qu'on a semé, parce qu'on ne mérite pas d'être un pays de football. Qu'on me pardonne pour ces propos, parce que l'État n'a pas investi sur le football, franchement parlé. Regardez le mondial passé, où est l'argent? Par où est passé l'argent? Pourquoi l'État n'investit pas sur le football? Il n'y a que des slogans, à chaque fois que les slogans. On a les joueurs, mais on n'a pas les stades. Nous n'avons pas de problème de stade. Nous avons des problèmes de suivi, d'entretien. Créer des stades et ne pas les entretenir, ça pose problème.
Tu dépenses des milliards pour créer des stades. Après, vous ne les entretenez pas. Ça pose problème. Nous, en Afrique, on ne devait pas parler de stades au Sénégal. Parce que nous faisons partie des pays les plus connus sur le plan footballistique. Dans tous les cas, ces manquements n'honorent pas le football sénégalais et il est grand temps que les choses avancent pour changer cette donne avec des stades qui répondent aux normes selon Talla Fall, chargé de communication de Génération Foot. Quand on regarde l'histoire du Sénégal, pour un pays qui a déjà eu à avoir 2 participations en Coupe du Monde, 2 finales de Coupe d'Afrique, se retrouver à chercher un terrain en dehors de la capitale et aller jusqu'à Thiès ou même ailleurs, non? Ça n'aurait gêné personne, mais c'est dommage car il n'en demeure pas moins, quoi qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu du laxisme à ce niveau. Les infrastructures, c'est un problème. Cela prouve aussi qu'on ne peut pas au moins organiser de matchs internationaux au Sénégal parce qu'il ne suffit pas d'être la première équipe africaine pour maintenant s'en glorifier alors qu'on n'a pas de stade. Et c'est dommage. Aujourd'hui, on va retrouver peut-être une homologation parce qu'on va faire du lobbying. On va demander à la CAF de nous accorder une dérogation une fois qu'on aura levé les réserves. Mais quand même... Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. L'actualité de ce mardi, c'est aussi ce mouvement d'humeur des habitants de Thiaroye-sur-Mer. Ils ont manifesté pour la restructuration des quartiers de la commune dans le cadre de la réalisation de dépollution de la baie de Han. La situation était très tendue. Voyons tout cela avec Nongoka et Asmalik Diop. Des gendarmes armés jusqu'aux dents en face des jeunes déterminés à battre le macadam. Ce matin, une atmosphère tendue règne à Thiaroye-sur-Mer. Ici, les habitants sont sortis très tôt répondre à l'appel de la coordination des acteurs de la localité. L'objectif de la mobilisation est d'exiger la restructuration des quartiers de la commune, des réalisations devant accompagner le projet de dépollution de la baie de Han. Il faut que le gouvernement comprenne que la population de Thiaroye souffre et que souffrance bobu mom lañu bëgg dakal tay à partir de tay. Les travaux vont s'arrêter. À partir de tay les travaux vont s'arrêter. Nous wara defal mbaaw def ko yaraax loolu lañ bëgg ñun Thiaroye ñu defal ñu ko parce que ñun danoo sonn danoo tay danoo dam. Les riverains de Thiaroye-sur-Mer se veulent catégoriques. Ils refusent que le projet traverse la localité sans que les doléances exprimées ne soient prises en compte. Le projet de la dépollution de la baie de Han du jaar Thiaroye tant que restructuré ñu Thiaroye loolu moom il faut que askan bi dégg ñu et ñu ngi siy interpeller le président de la République ak son gouvernement. ngir suñu avenir u réew ngir suñu avenir u dëkk baie de Han bi du fi jaar mukk tant que restructuré wuñu Thiaroye-sur-Mer loolu moo waraloon tey jii suñu taxawaay fii. Pourtant, sur le tracé du projet, les travaux ont commencé, mais la population exige l'arrêt du chantier. bu ñu bëggee projet bi antu par A ou par B dañuy restructurer Thiaroye-sur-Mer dañuy assainir Thiaroye-sur-Mer. Le projet de dépollution de la baie de Han traverse l'ancien village Lébou sur environ. Merci Nongo. Venons-en au conflit foncier à Nengeler, risque de virer à un contentieux entre les habitants de Djilar et ceux de Nengeler. En conférence de presse, un collectif d'habitants de Djilar, un village environnant, les habitants volent au secours du groupe agroalimentaire Sedima. Selon les populations de Djilar, les habitants de Nengeler sont dans l'illégalité absolue. C'est un compte-rendu de Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des habitants du village de Djilar apportent des précisions sur les affrontements hier lundi dans les champs du Sedima. J'étais sur les plaisiers les dimanches et envoyé ça à certaines presses. C'est nous, la jeunesse de Djilar, qui ont cherché les populations d'Engeler dans le site. On est déterminé qu'aucun fils de Nengeler ne va plus oser ses pieds ici. Nous n'écartons pas des morts d'hommes. Mais les populations de Nengeler ne viendront plus là. Ce village de la commune de Singa estime que Nengeler n'a aucun mètre carré sur ce site octroyé à Babacar Ngom. Nous, la population de Djilar, on a sonné la fin de la récréation.
La population négrère a abusé dans des mensonges, jusqu'à ce qu'ils veulent être les propriétaires de ces terres-là. Ça ne peut pas être. Ça, c'est fini à partir d'hier. Ces habitants de Djilar ajoutent que ce projet du Sedima contribue au développement de leur localité et lutte contre le chômage. Nous sommes dans une phase dont l'État du Sénégal est en train de régler le problème du chômage des jeunes. Tous ces jeunes-là travaillent dans cette ferme-là. Il y a 1000 personnes qui travaillent ici par jour. Ces genres de projets-là feront la création d'emplois et aussi en plus le développement des localités. Ils accusent des hommes politiques de vouloir manipuler l'opinion. Bassirou, son frère de même père et mère, il est en train de travailler dans cette ferme-là. Il ne doit pas saboter ce qui se passe à Djilar. Beaucoup de ses parents sont là. N'empêche, les habitants de Ndingler continuent de camper sur leur position. Ils réclament 75 hectares sur le site du Sedima. Merci Abdourahmane. Dommage collatéral de la découverte du zircon à Kayar. Les agriculteurs s'inquiètent de l'engloutissement des périmètres maraîchers. Pour l'exploration du zircon, une société privée s'est installée sur un rayon de 10 km. Là-bas, les producteurs maraîchers dénoncent des velléités d'accaparement du foncier. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Nous n'allons pas accepter de céder des centaines d'hectares de terres cultivables pour un projet d'exploitation du zircon à une société privée. C'est le cri du cœur lancé par les maraîchers de Kayar pour dénoncer les tentatives de spoliation foncière. On ne peut pas concevoir nos terres cultivables qu'on puisse le donner à une société privée qui va rechercher des minéraux roux et que ce minéraux roux peuvent nous porter préjudice. Avec le petit peu de terres que nous avons, nous ne sommes pas prêts vraiment à céder nos terres et que nous disons à la société AIG qui est le preneur qu'il est non grata au niveau de la commune de Kayar parce que nous ne l'accepterons pas. Ces agriculteurs se désolent de la situation. Pour eux, les actes posés par les autorités vont dans le sens de tuer l'agriculture à Kayar et dans la zone des Niayes. Kayar occupe 30% de la production nationale. Donc, si une société doit venir ici pour prendre nos champs, les conséquences seront désastreuses. Cette année, les rendements sur les pommes de terre ont été estimés à plus de 40 000 tonnes, voire 45 000 tonnes. Kayar peut couvrir 4 mois, voire 5 mois le Sénégal, voire la sous-région. Le mois de décembre, le président de la République, M. Macky Sall, avait dit qu'il fallait protéger les terres de Kayar. Il n'y a plus de disponibilité foncière. Pour eux, ce qui reste constitue le gagne-pain des populations locales. Merci Cheikh Anta. Et puis la section Bourg du syndicat des médecins du Sénégal dénonce la convention signée entre l'hôpital Grand-Bourg et le centre d'imagerie médicale Polymed. Les travailleurs dénoncent également les conditions de travail au sein de l'hôpital Grand-Bourg. Ils menacent d'observer une grève en fin mai. Leur porte-parole, Dr Khoudous Maba, avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Bourg vit une situation assez préoccupante par rapport au centre d'imagerie nommé Polymed, avec qui une convention a été signée la même année. Beaucoup de difficultés ont été notées par les usagers, le personnel de l'hôpital, les médecins, les paramédicaux et même le personnel travaillant à Polymed. Parmi ces points, on peut citer les difficultés d'accès à l'imagerie en urgence, l'absence de planification des rendez-vous, les conditions dangereuses de travail des agents de Polymed qui n'ont pas de moyens de protection adéquats contre les rayons X. Devant toutes ces difficultés endurées et devant la non-résolution des problèmes par le dialogue et passer le délai légal si ces problèmes ne sont pas réglés, le SAMES section EPS de Mbour se réserve le droit d'observer un mouvement de grève initial de 72 heures à partir du 31 mai 2021. Et allons maintenant dans le nord, à Podor. Le mouvement Al-Sar a organisé une rencontre départementale sur la santé et la religion de présence des chefs religieux dans la localité. Pour ces femmes, le plateau médical de l'hôpital de Podor doit être relevé. Elles ont aussi réclamé des appareils de radiologie. Voyons tout cela avec Ousseinou Diop et Habib Sek. Les responsables de l'Al-Sar de Podor ont organisé cette rencontre pour discuter des problèmes de santé rencontrés par les populations, surtout en cette période de pandémie de la Covid-19. Une occasion saisie par les organisateurs pour appeler encore la population podoroise à plus de vigilance. Nous avons prié pour tout le Sénégal. C'était une occasion aussi pour prier pour la fin de la pandémie de la Covid-19.
Mais rappel encore pour dire que la maladie est là. Il faudra également respecter les mesures barrières, les mesures d'hygiène, surtout individuelles et collectives. Je pense qu'à partir de ce moment, la maladie sera toujours hors de Podor. Dans plusieurs localités du Fouta, les problèmes liés à la prise en charge des malades sont très nombreux. Le plateau médical de l'hôpital de Podor laisse à désirer. Le bloc opératoire ne fonctionne plus. Les malades sont obligés d'aller vers Saint-Louis ou Richard-Toll pour se soigner. Nous avons lancé un appel. Nous lançons un appel à l'endroit du chef de l'État parce que notre bloc opératoire ne fonctionne plus depuis des années. Les femmes ont aussi besoin d'une radiographie. Il faut aussi souligner qu'il y a un manque criard de personnel soignant qualifié. Les patients sont obligés parfois d'aller à Ndioum, Saint-Louis ou Richard-Toll pour se soigner. Vraiment, il faut nous aider pour relever le plateau technique de notre hôpital. Cette rencontre a réuni les Podorois autour d'une conférence dont le thème répond au contexte actuel avec la pandémie de la Covid-19. Podor est une ville frontalière avec la Mauritanie. Les femmes de Al-Sahar souhaitent aussi la réouverture des frontières. Merci Ousseynou. Santé toujours, 3700 enfants à vacciner dans le département de Bambey à partir de ce jeudi. C'est dans le cadre de la lutte contre la polio. Après le premier cas, vous le savez, détecté dans un village dans cette zone du pays, les autorités médicales ont initié une campagne de rattrapage de la vaccination. Suivons là-dessus le docteur Djenaba Khan avec notre équipe à Bambey. Effectivement, le district sanitaire de Bambey a notifié un cas de PFA. Donc, c'est un cas qui a été enregistré et notifié par le district sanitaire de Diourbel et qui, après investigation, s'est avéré être un habitant de Bambey. Donc, on a investigué le cas. Donc, on a essayé de rechercher d'autres cas similaires dans l'environnement de l'enfant. Et vraiment, c'est le seul cas présentement qui a été recensé au niveau de Bambey. Donc, à l'instar des autres districts de la région, donc le district sanitaire de Bambey va organiser un rattrapage VPI, donc c'est pour la vaccination contre la polio. Donc, on le fait au niveau de toute la région de Diourbel, au niveau des 4 districts, puisqu'il y a eu beaucoup de cas de PFA qui ont été notifiés depuis le mois de février au niveau du district sanitaire de Touba. Également, le district sanitaire de Diourbel a notifié un cas et Bambey également. Donc, on organise la riposte, le rattrapage au niveau de toute la région de Diourbel. Un rattrapage qui va démarrer le jeudi 6 au niveau du district sanitaire de Bambey. Donc, et en amont, nous avons procédé à un recensement exhaustif de tous les enfants qui doivent être vaccinés. Donc, il s'agit de la cible, c'est les enfants âgés de 3,5 mois jusqu'à 5 ans. Donc, on a plus de 3700 enfants à vacciner. Au lendemain de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, arrêtons-nous sur la place de la femme dans les médias, la place et le rôle des femmes dans les médias avec cette question, comment lutter contre les stéréotypes qui perpétuent la discrimination basée sur le genre dans les rédactions? Élément de réponse, Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Sokhna Fall et Aïcha Nying viennent de terminer leur réunion de rédaction. Nous sommes à des médias. Sokhna est reporter sportif, quant à Aïcha, elle est polyvalente. Toutes les deux pensent que les femmes sont plus entreprenantes au sein des rédactions. Donc, elles méritent plus de considération. C'est la raison pour laquelle elles sont souvent donc envoyées sur le terrain et elles font tout le temps leurs preuves. Je vois beaucoup plus de femmes que d'hommes sur le terrain actuellement. Moi, je pense qu'elles ont également les mêmes diplômes que les hommes. Pourquoi pas les responsabiliser davantage pour qu'elles puissent montrer ce qu'elles ont appris, ce qu'elles peuvent faire au niveau des rédactions. À Sud FM, la rédactrice en chef nous accueille. Ndeye Mariam Ndiaye pense que tout est une question de compétences. Il n'y a pas de distinction selon moi. Déjà quand on fait le dispatching des reportages, il suffit de dire pour tel sujet, si ce n'est pas un chef de desk ou bien un sujet bien déterminé avec un journaliste bien déterminé, mais tous les reportages, tous les journalistes doivent être capables de le faire, que l'on soit homme ou femme. Même si des avancées ont été notées quant à la place de la femme dans les médias, il reste des efforts à faire de l'avis d'Aïcha Nying. Après donc l'accouchement, elles ont besoin des congés de maternité. Peut-être c'est la raison pour laquelle on ne leur donne pas certaines responsabilités. Moi, je pense que ça ne doit pas être ça. Il est courant de voir dans les rédactions des rôles dévolus aux hommes ou aux femmes. Une discrimination dans les reportages qui indigne parfois.
Plaidoyer porté Maïmouna Ndiaye. Merci beaucoup Maïmouna. Dans un tout autre registre, maintenant parlons du baccalauréat 2021. L'anticipé de philosophie et les épreuves générales vont se tenir désormais au même moment. La décision, vous allez le voir, a été très bien appréciée par les professeurs de philo. Fat Bintou Conté et Diafaraba. Désormais, plus d'anticipé de philosophie, les épreuves se feront en même temps que le baccalauréat général. Une vieille doléance des professeurs de philosophie qui vient à son heure. Une sage décision qui, si elle est entérinée par la hiérarchie, n'est-ce pas, devrait permettre aux élèves de mieux préparer l'épreuve de philosophie, qui, pour la plupart du temps, était anticipée les années précédentes et occasionnait pas mal de problèmes au niveau d'abord des professeurs pour finir le programme qui est un peu vaste quand même, et au niveau des élèves aussi pour assimiler les concepts qu'on leur enseigne en une année de philosophie. Après recensement, plus de 700 professeurs de philosophie ont été détectés, suffisant pour faire face aux déficits souvent décriés pour corriger les épreuves. Qu'on organisait l'anticipé pour pallier les déficits de profs de philo. Aujourd'hui, vu que nous tournons autour de 700, n'est-ce pas, alors l'anticipé n'a plus sa raison d'être. Un déficit imputé à l'office du bac qui ne faisait corriger que les professeurs ayant fait 5 ans d'expérience. Il y avait quand même quelques décisions qui avaient été prises et qu'il fallait réviser. Mais comment voulez-vous dire à un prof de philosophie, avant que vous ne participiez à la correction, il faut exercer pendant 5 ans. Alors que le même professeur de philosophie, dès qu'il sort de l'école normale supérieure, mais il enseigne déjà des élèves de terminale, il les évalue. La suppression des bassins de correction, de même que l'anticipé de philosophie, va aider les élèves à mieux se préparer. L'arrêté est attendu d'un moment à l'autre. Merci Fat Bintou. Et puis retenez que la mobilité sera plus agréable à l'entrée de Pékin. L'autopont Lobat-Fall est désormais ouverte à la circulation depuis ce matin. Le ministre Mansour Faye annonce aussi le démarrage prochain des travaux des autoponts de Keur-Massar et de Cambérène. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions. Grand Yoff, monument des eaux usées, envahissent la voie publique, un environnement pollué qui indispose les riverains, mais aussi les commerçants du marché de Grand Yoff. C'est un reportage de Aminata Maresso et Ababakar Kamara. Lambini, mën naa la ko indil après léegi nga gis ko quoi. Lambini, bu ma ko raxasee day setaat wecc wextal, mais boo ko exposé tey boo xëyee day mel ne mosoo ko raxas. Il en est ainsi depuis 2 semaines dans cette partie du quartier de Grand Yoff. Vous l'avez constaté, ces eaux dégagent une odeur fétide. Impossible de respirer. Ces eaux dégagent une odeur nauséabonde. Il est même difficile d'accéder à la mosquée du fait de ces eaux usées. Des eaux usées sorties des égouts qui se déversent sur la voie publique. Cette bijouterie en a déjà fait les frais. Je n'ose plus exposer les bijoux du fait de ces eaux usées. Elles déforment la couleur des bijoux, surtout ceux faits en argent. Un manque à gagner pour ces marchands installés le long de la route. Les riverains fustigent également le mutisme des autorités en charge de l'assainissement. En politique, la fiabilité du fichier électoral confirmé par les experts internationaux ne fait pas encore l'unanimité. Le plénipotentiaire du parti PASTEF Les Patriotes émet des réserves sur la méthodologie des experts. Le pôle de la majorité estime que le rapport a été réalisé avec toute l'expertise requise. Voyons tout cela avec Fatima Touré et Mohamed Diak. Dans le rapport provisoire, les experts internationaux relèvent la cohérence et la fiabilité du fichier électoral. Le plénipotentiaire du parti PASTEF reste sceptique et remet en cause la méthodologie des auditeurs. S'ils avaient fait un audit sur pièce et sur place, ils auraient pu, par exemple, constater que les supports ayant servi à la construction de ce fichier électoral-là, je veux parler des formulaires d'inscription sur les listes électorales. Je veux parler des cartes d'identité qui ont servi à certains pour s'inscrire sur les listes électorales. Donc, puisqu'ils n'ont pas fait cet audit sur pièce et sur place, ce qu'ils ont dit ne peut pas nous engager. Une affirmation non partagée par le plénipotentiaire du pôle de la majorité. Si aujourd'hui des experts indépendants arrivent à la conclusion que le fichier est fiable, qu'il n'y a pas de doublons, qu'il n'y a pas de bureau fictif,
et que le fichier respecte les normes, nous ne pouvons que nous en féliciter. Toutefois, des recommandations ont été formulées par les experts internationaux. Au lieu que le parrainage soit seulement un parrainage citoyen, il faut donner le choix aux candidats de pouvoir être parrainé par des élus ou de pouvoir être parrainé par des députés. Il y a des recommandations quand même qui sont pertinentes. C'est par exemple cette recommandation-là qui renforce le droit de l'opposition d'accéder au fichier électoral, mais également le droit à l'information électorale des électeurs. L'audit du fichier faisant partie des exigences de l'opposition, le Front national de résistance attend son face-à-face avec la presse pour afficher sa position. Merci Fatima, et puis on en vient à notre reportage Ramadan. C'est connu, Matam est un foyer ardent pour les jeûneurs. Actuellement, les températures oscillent entre 40 et 44 degrés. Alors pour mieux supporter la faim et la soif, certains Matamois plient bagages le temps du Ramadan, direction les régions côtières. C'est un reportage de Habib Faye et Modou Diop. 43 degrés au nord du Sénégal, précisément à Matam. Dans cette localité, rares sont ceux qui restent dans la commune durant tout le mois de Ramadan. Un effet de l'exode rural causé par la forte canicule, principale destination, les régions côtières. Oui, parfois, quand même, il y a des gens quand même, qui sont incapables de jeûner ici et qu'ils ont des tuteurs à Dakar ou bien à Saint-Louis ou bien voire même Thiès. Ils se déplacent pour passer le mois de Ramadan là-bas. Il y a une forte canicule, ça dépasse les 40 degrés chaque jour, presque ça dépasse les 40 degrés, surtout depuis hier. Le 16e et le 17e jour aujourd'hui, ça fait excessivement chaud, mais on fait avec. Les véhicules de transport ne cessent de faire le trajet. Les plus âgés, à cause de leur état sanitaire fébrile, quittent la région pour se rendre en ville dans un foyer d'accueil jusqu'à la fin du mois. Vu la chaleur là, s'ils jeûnent ici, ils risquent d'avoir des problèmes. Ils préfèrent quand même de se déplacer vers les villes quand même pour pouvoir bien jeûner. Sous cette chaleur accablante, les populations ont une méthode pour dissiper la chaleur. Cependant, on peut noter un retournement de situation. Les jeunes sont maintenant ceux qui se déplacent le plus pendant cette période de jeûne. Il restait 2 à 3 jours du mois de Ramadan. À chaque fois, les bus là ou bien les minicars rechargeaient quand même des clients. À chaque fois, tu vois que les gens se déplacent. Des fois, même il y a des jeunes. Il est revenu s'installer dans son village natal il y a plus de 20 ans. Le vieux Abdoulaye a maintenant l'habitude de jeûner dans sa région. Avec une population de 27 000 habitants dominée largement par les jeunes, 73%, Agnam est marqué par une chaleur infernale en ce mois béni, ce qui favorise un fort taux de déplacement des riverains vers les villes pour se procurer de la fraîcheur afin de mieux accomplir le 4e pilier de l'islam. Merci Habib et bon courage à tous. Et c'est fini le Ramadan dans moins de 2 semaines maintenant. Dans l'actualité internationale, l'attaque d'un hameau de culture dans la région est du Burkina qui a fait une trentaine de victimes. Le Tchad, où des organisations de la société civile et des partis politiques d'opposition appellent à une nouvelle manifestation pour samedi. Et puis ce dramatique accident de métro dans la capitale mexicaine dans la nuit de lundi à mardi, une vingtaine de morts enregistrées. Daniel Diouf. Au Burkina Faso, au moins 30 personnes, des civils notamment, ont perdu la vie lundi dans l'attaque du hameau de culture de Kodiel, dans la région de l'Est. Des hommes armés non encore identifiés ont investi le village très tôt lundi, puis se sont attaqués aux populations. Les assaillants étaient environ 300 personnes. L'attaque a duré 2 heures. Ces hommes armés ont vandalisé le centre de santé et vidé le dépôt pharmaceutique. Ils ont intimé l'ordre aux agents de santé de quitter le village. Les concessions et les greniers ont été incendiés, le centre de santé pillé. Pour l'heure, cette attaque n'a pas été revendiquée.
Au Tchad, la coordination des actions citoyennes s'est réunie ce mardi. C'est ce mouvement dénommé Wakit Tama, composé d'organisations de la société civile et de partis politiques d'opposition. Ce mardi, le mouvement a appelé à une nouvelle manifestation pour samedi prochain. Les leaders de la coordination citoyenne entendent poursuivre leur combat. Pour eux, le gouvernement de transition qui a été présenté dimanche dernier ne constitue en rien un gouvernement d'union. Et puis, un dramatique accident de métro s'est produit dans la capitale mexicaine dans la nuit de lundi à mardi. Un pont du métro aérien de Mexico s'est effondré au moment où une rame passait dessus. Un premier bilan fait état d'au moins 23 morts et de près de 70 blessés selon les services de gestion des risques et de la protection civile de la capitale mexicaine. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a promis mardi une enquête approfondie avec l'aide d'experts internationaux indépendants. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre attention. L'info revient demain dans la matinale. À suivre ce soir sur TFM, les 5 minutes de SAS Pape Anne, Ziar et Quartier Général en deuxième partie de soirée. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.